Hi, everyone. Welcome. We're going to let people come in. Si vous voulez vous présenter dans votre clavardage, on serait content de le voir. Partagez votre nom, le nom de votre organisation. Qu'est-ce que vous cherchez à apprendre aujourd'hui? Un couple d'autres personnes qui rentrent. Bienvenue. On va patienter quelques minutes de plus avant qu'on commence. Bienvenue. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Annika Chasson. Je suis directrice générale de la région environnementale de Nouveau-Brunswick. J'ai une couple de choses administratives à vous dire avant que je le passe à Samuel Legrelli pour commencer le tour. Sur la première d'une série de deux parties. Premièrement, ce webinaire va être en anglais, mais il pourra avoir des questions en français vers la fin de la session. Si vous avez besoin de service d'interprétation, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est sélectionner le bouton Interprétation en bas de votre écran. En bas de votre, dans la barre en bas de votre écran, choisissez l'anglais si vous avez besoin d'interprétation vers l'anglais. Si vous ne pouvez pas le trouver, peut-être ça se trouve le bouton More à la droite de la recette avec trois petits points à l'intérieur. Dernière chose aussi, on enregistre ce webinaire. Alors, si vous n'aimeriez pas être enregistré, fermez votre caméra. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur montage vidéo pour les réseaux sociaux dans le contexte bilingue. Je pense que vous avez votre dîner devant vous, sinon c'est correct aussi. Donc, ceci, ça va être un webinaire d'introduction à la possibilité de participer par moyen de questions ou débats dans ce midi-causerie pour les récits dissous pour les organismes sans but lucratif. Alors, parce qu'on n'a pas toutes les réponses, ouais, le but, c'est pour que vous participez dans ce webinaire.
Et ça va être une série de deux webinaires. Le récit du show sur le centre démocratique aujourd'hui. Et tard, au mois de mars, on a un autre sur les comptes d'histoire numérique pour les organisations biocréatives. Alors, allez au réseau, au site Internet du réseau environnemental. La prochaine session, ça va être sur ce site Internet. Alors, si vous voulez euh, alors, vous voyez que ce qu'on apprend de ce webinaire, on va le mettre dans un autre, on va discuter à une autre réunion, voir comment est-ce que le paysage des médias sociaux ressemble et comment est-ce qu'on peut mieux promouvoir ces vidéos, comment est-ce qu'on peut faire ces histoires une réalité, montrer, conter vos histoires avec les récits digitaux, c'est très important. On va regarder ça aujourd'hui. Et les mois de mars aussi. Mon nom, c'est Samuel de Nature Nouveau-Brunswick. Je suis coordinateur de communication. Et comme organisation non lucrative, bien sûr, Nouveau-Brunswick a des défis spécifiques et beaucoup. Au Canada, ça va résoudre beaucoup de monde parce que les bilingues, bien anglais, français. Je pense comme si que gérer une page dans deux langues, c'est pas toujours facile, surtout avec les vidéos qu'on recommande des algorithmes à deux différentes audiences. Alors, on va regarder comment est-ce qu'il y a la meilleure façon de capturer l'esprit bilingue. On est tout Nouveau-Brunswick. Alors, peut-être que c'est pas la réalité pour tout le monde ici, mais je pense qu'au Nouveau-Brunswick, on a une réalité très unique où notre province est officiellement bilingue. Alors, on a des exigences pour assurer l'accessibilité pour les personnes qui ont l'expression française et anglaise pas simplement publier dans une langue. Alors, je crois que vous avez des histoires partagées avec nous aujourd'hui. Le but aujourd'hui, ça va être montrer les principes de base du montage, commencer le montage et des vidéos et montrer que ça peut être rapide ou détaillé, ces montages. Il y a deux formats majeurs qu'on va regarder. Alors, il y a l'horizontal, vertical, et on va regarder ça dans les buts aujourd'hui. Et pour commencer à parler à titre expérimental, le rôle des organismes non gouvernementaux dans le domaine du storytelling vidéo. Qu'est-ce que les ONG a à faire avec les vidéos aujourd'hui? Est-ce que c'est important pour faire vidéo comme organisme non gouvernemental? On va regarder ça et le rôle de vidéo dans le contexte bilingue. Ça, c'est un autre sujet principal d'aujourd'hui. Alors, c'est un bon point de départ. Alors, c'est seulement le début des discussions. Si vous avez des questions, vous pouvez certainement me les envoyer à Nature Nouveau-Brunswick. Et ceci fait partie de plus grande réflexion sur comment est-ce qu'on peut mieux répondre aux besoins des organismes à but non lucratif. En 2026, un ancien site Internet qui s'appelait Nature Atlantique. On partageait le lien dans votre clavardage, la Nature Atlantique, essentiellement pour montrer au gouvernement que les organismes de nature sont importants et devraient complètement financer, peut-être pas complètement financer le gouvernement, mais une grande partie de le financement vient du gouvernement. Et ça devrait être de cette façon parce que je pense que les organismes à but non lucratif ont beaucoup à offrir à la société, à être bien positionnés pour assurer que les choses peuvent être faites dans la sphère environnementale. Alors, Nature Atlantique, c'est pour démontrer au gouvernement que c'est possible de essentiellement financer la nature et démontrer le vrai résultat. Alors, on va à la prochaine diapo. Je vais commencer avec une question. Alors, avec ces questions, je vais vous demander d'aller sur utiliser votre téléphone et faites un scan du code QR avec votre téléphone. Essentiellement, je vais vous montrer, je vais vous demander de 1 à 10, parce que les médias sociaux changent beaucoup. Comment est-ce que l'organisation change? Euh, euh, à quel point votre organisme a-t-il changé de stratégie sur les réseaux sociaux au cours des dernières années? J'ai posé cette question d'une autre façon. À quel point votre organisme a-t-il changé sa stratégie sur les réseaux sociaux au cours des dernières années? Le 1 à 10, regardez les résultats et faites le scan du code QR ou allez de la ligne au votre clavardage pour vous placer sur cette échelle-là. Ça, c'est une échelle de 1 à 10 pour montrer à quel point votre organisation se repositionne quand c'est au changement récent dans les médias sociaux et comment le monde a répondu aux médias sociaux. Alors, j'ai différentes réponses. J'ai du monde sur 8 et 7, 5. Tu vois, on change beaucoup de nos stratégies sur les réseaux sociaux et c'est pas seulement une question d'être sur les médias sociaux et de dire, regarde, on va faire, on va afficher quelque chose aujourd'hui, on va continuer à faire ça chaque jour et rien changer. Je pense que ça a beaucoup à faire avec, on doit se repositionner d'après les tendances. Alors, on va parler d'une chose aujourd'hui beaucoup, on va parler de la fatigue vidéo IA, l'intelligence artificielle en général, parce que le- euh, c'est une bonne outil pour faire des vidéos, mais c'est aussi, ça va être utilisé un peu trop aussi. Alors, une vidéo IA, qui est aussi appelée SLAP, a des faits néfastes sur le cerveau.
Si vous regardez trop de vidéos d'intelligence artificielle, euh, si c'est devant vous chaque jour, vous avez sur les médias sociaux et là, vous avez beaucoup de vidéos qui ne sont pas vraies, sont fausses. Ça peut vraiment endommager votre cerveau et les scientifiques ont démontré ça. Vous pouvez aller faire une recherche sur ce sujet, il faut trouver que les vidéos slap, ils ne sont pas bons pour vous. Alors, en tant qu'organisme on fait beaucoup de travail qui peut être automatisé. Alors, beaucoup de travail, c'est à faire avec les vraies choses, avec la nature, avec les êtres humains, avec des bailleurs de fonds qui nous aident à faire ce qu'on fait. On ne peut pas vraiment virer ça. Ben, les vidéos, hier, c'est pas pour nous. On a besoin d'une autre partie de l'intelligence artificielle, des outils de l'intelligence artificielle peut être utilisés pour du bon au lieu que pour montrer des fausses choses, des images néfastes. J'ai aussi pas de balle de cristal, alors je peux pas faire la prévision de ce qui va arriver les prochaines années. Alors, on lance la boule de cristal, on doit, ça doit s'assurer que je ne fais pas de prévision vers le futur. Je ne suis pas ici pour faire de prévisions pour le futur essentiellement, mais, mais pour moi, le montée des puissances d'une culture stable implique un besoin de contenu humain, d'authenticité, confiance et fidélité. Le monde ne cherche pas. Le monde cherche à aller aux organisations puis ça pour quatre choses. Il regarde pour le contenu humain, qui n'a pas d'authenticité, qui n'a pas de confiance, qui n'a pas de fidélité. C'est pour ça qu'on utilise l'IA comme un outil et pas comme substitut. La raison que je dis ça, c'est parce que les codes des histoires, c'est une partie importante des médias sociaux qui est alors, votre point de vue, c'est la chose la plus importante que vous communiquez à travers les médias sociaux, vidéos, les vraies vidéos, en faisant vos courts-métrages et choses sur YouTube. Alors, on va voir essentiellement comment les vidéos peuvent faire ça. Et ça peut être fait simplement en nous filmant sur le terrain. Si vous avez essentiellement un caméra iPhone, vous avez les moyens, je dis pas seulement le téléphone intelligent, tous les téléphones intelligents, Android, les choses qui est vendues comme, comme téléphone maintenant a une bonne capacité pour les vidéos. Moi, vous avez un de ces vrais vieux flip phones qui sont pas une tendance maintenant, se fait. Parce que vous avez un téléphone intelligent, vous pouvez vous filmer dans le champ et là, publiciser à travers le logiciel de montage. Alors, c'est pas compliqué et on va regarder les raisons pourquoi on devrait faire ça comme organisation sans but lucratif. Alors, pourquoi utiliser la vidéo? En 2026, toutes les plateformes en ont. Alors, vous ne pouvez pas aller à, aller autre que vidéo sur TikTok, Instagram, madame, toutes ces plateformes. Même Substack commence à faire des vidéos aussi. C'est pas vraiment sous côté de l'organisation de lucrative, mais chaque plateforme, même ceux-là en écrit, ont des vidéos. Je pense que la chose sur Twitter, maintenant, tu peux mettre des vidéos là-dessus. Tu peux être créatif et ça peut être aussi centré sur les êtres humains. Une vidéo, c'est un montrant pour vous montrer vous-même en utilisant une caméra, votre visage, vos mots. Et c'est une opportunité vraiment. Faites la vitrine sur qu'est-ce que vous faites comme organisation. Vous avez l'occasion de montrer qu'est-ce que vous faites. Vous avez des récits authentiques, format très flexible pour conter vos histoires. Et la plupart des gens ont un téléphone intelligent. Ils peuvent regarder vos vidéos avec un smartphone. Vous pouvez le partager aussi, du moins que vous n'avez pas démissionné des téléphones intelligents complètement. Mais la majorité du monde sont d'accord sur les médias sociaux. Alors, on va prendre avantage de ça et on va continuer notre histoire de la bonne façon. Deuxième question. En 2026, pensez-vous être en phase avec les besoins de votre public sur les réseaux sociaux? D'accord, allez sur votre téléphone, la façon que vous avez répondu à la première question dans notre sondage, j'ai dit, nous, pensez-vous en 2026 êtes-vous en phase avec les besoins de votre public sur les médias sociaux? Alors, triste pour non et content pour oui et tout entre les deux. Alors, en échelle 1 à 5, comment est-ce que vous êtes en phase avec les besoins de votre public? Entre personnes dit pas trop bon. Bon, ça varie. Euh, C'est partout. Quand pas beaucoup de personnes disent non, c'est une bonne chose. Parce que
Je pense que si qu'en 2026, beaucoup d'entre nous, on n'est pas en phase avec les besoins de notre public. Certains le sont, mais ça dépend. Je pense que beaucoup d'entre nous sont dans le milieu du groupe. On regarde notre audience et dire oui, si ça, c'est pas l'air comme si que ça reflète des personnes qui, qui nous surveillent maintenant. Je pense que les médias sociaux changent si tant que c'est vraiment difficile euh, les besoins de notre audience. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut compter sur ce sujet. Bon, on a seulement une heure. On change la prochaine diapo maintenant. Mais pour nous, les organismes à but lucratif, je trouve que les followers et les likes sont des indicateurs de vanité. Du moins que vous êtes influenceur. C'est une chose qu'on fait comme organisme à but lucratif. On ne regarde pas les personnes qui suivent, les hommes. On cherche des actions au lieu de l'attention. Alors, si on regarde la personne sur le téléphone, ils ont votre attention. Si vous êtes influenceur, vous êtes en train de créer de l'argent avec vos clics, vous êtes en train de, le temps de rétention. Mais les organismes à but lucratif, qu'est-ce qu'on veut? On veut des dons, des bénévoles, d'abonnés à la bulletin d'information, les participants. C'est toujours une question, comment c'est les choses que vous avez vraiment besoin, alors, pour qu'on peut se concentrer sur les choses qui sont importantes. Mais je pense que, comme si vous faites des vidéos, vous n'allez pas avoir 10 000 personnes qui vont suivre une première vidéo parce que c'est difficile d'aller viral. Même si vous allez viral, qu'est-ce que vous allez faire avec les vidéos virales? Est-ce que vous allez avoir plus de dons? Est-ce qu'il y aura plus d'abonnés à votre bulletin d'information, plus de participants? Essayez pas d'aller viral. Essayez de capturer votre audience existante. Essayez de les intéresser dans votre histoire. Je pense qu'on doit toujours le faire. Soyez constant avec votre point de vue, votre marque et vos vidéos. Et ça, vous devez demeurer cohérent à votre point de vue et votre marque pour que les personnes qui vous suivent savoir que vous êtes en train de faire des choses parce que être constant, c'est pas l'absolu, mais on a besoin de demeurer cohérent de temps en temps et pour que ça soit intéressant, hein, pour que ça soit pour mettre la vitrine sur votre histoire et présenter qu'est-ce que vous faites. Hein. Soyez cohérent avec votre point de vue et votre marque. Question. Êtes-vous un employé dédié aux réseaux sociaux, à la communication, et en avez-vous un ou une, ou cette tâche est-elle partagée? Alors, vous demandez de répondre à ces questions aussi. Employé dédié aux communications, aux réseaux sociaux de votre organisation, ça aide beaucoup. Mais sinon, c'est correct aussi, parce que vous n'avez pas besoin de grande capacité pour faire des vidéos. Et je pense que vous avez simplement besoin de répondre à cette question et on va voir que les personnes qui ont des employés ou un employé dédié aux communications et aux réseaux sociaux. Est-ce qu'on a un ou plus? Est-ce que c'est partagé en plusieurs employés? Une bonne réponse. Oh, je pense qu'il faut changer. Ah, là, vous en avez un ou plus employés. Vous avez certainement la capacité de faire des vidéos. Et si, pas besoin d'être compliqué, c'est juste, on va regarder ça parce que je pense que quand le monde pense aux vidéos, ils disent on a besoin d'une grosse production, grosse capacité de production. Et je pense qu'une vidéo peut simplement être 3 secondes, 4 secondes. Tu regardes les choses sur Instagram, parfois c'est 3 secondes, 10 secondes. Ça prend un peu de volonté et c'est ça qu'on vise. Hypothétiquement, avez-vous les ressources pour créer de la vidéo? C'est pas une question que vous avez besoin de répondre, juste que vous avez besoin, on doit poser cette question. Et les ressources sont différentes que, pensez-y, les ressources sont différentes que le positionnement stratégique de faire des vidéos. Pas tout le monde a besoin de faire des vidéos, mais peut-être que vous avez plus de ressources que vous pensez quand c'est à faire créer des vidéos parce que il y a deux formats dans les vidéos. Vous avez le format court vertical en TikTok, Meta Reels, YouTube Shorts. Essentiellement, vous avez le format vertical. C'est les choses que vous voyez. Ici, essentiellement, c'est le format que vous voyez sur Instagram et YouTube Shorts et Meta. Et le format horizontal, c'est surtout YouTube. Alors, pour avoir plus de vidéos de haute qualité qui sont d'une plus longue durée, alors c'est essentiellement court et long.
Le RAW vertical, c'est mieux pour euh, occidental, c'est mieux pour la production de qualité. Plus faible qualité de production est dans le format court vertical. Le format vertical, format horizontal, beaucoup de compétition pour les productions de qualité. Et pour, quand vous avez l'équipement, vous filmez, vous pouvez utiliser votre téléphone si vous le faites le vertical. Vous n'avez pas besoin d'une caméra avec, vous pouvez faire vertical. Mais pour 4K, capacité 4K, vous avez beaucoup de compétition des vidéos horizontales quand ça vient aux caméras, mais probablement, devrez avoir une caméra 4K qui veut faire des vidéos horizontales. Je ne sais pas, je vous dis la réalité parce qu'il y a beaucoup de compétition pour la qualité de la vidéo horizontale, vidéo verticale, beaucoup moins de qualité de production, plus intéressant pour votre audience et partageable. C'est deux différents formats. L'équipement pour éditer, il y a des téléphones plus haut de gamme qui ont la capacité de faire de montage. Alors, sur un téléphone haut de gamme, vous avez le logiciel, le logiciel, vous regardez, vous avez différentes choses que CapCut, des choses qui n'ont pas besoin de RAM. Vous avez besoin d'un téléphone plus haut de gamme, mais vous n'avez pas regardé la même capacité de RAM qu'un ordinateur, par exemple. Vous pouvez aussi faire le montage vos vidéos sur le téléphone, sur votre ordinateur, vidéo verticale. Vous pouvez faire vous pouvez les éditer sur votre ordinateur, les envoyer Instagram ou autre plateforme de votre ordinateur. Et là, vous avez l'ordinateur avec le 4K, capacité 4K. Alors, l'ordinateur est mieux pour faire modeler parce que c'est plus haute qualité. Mais vous avez besoin de 16 ou 32 gigs de RAM. Gig RAM, c'est la mémoire. Alors, quand vous achetez un ordinateur pour le travail, c'est bien regarder le RAM. Est-ce que ça fait, est-ce que ça a les capacités pour ce que j'ai besoin? Donc, si vous regardez, disons, faire le montage des vidéos sur le téléphone, probablement 12 à 16 GB de RAM. Un ordinateur, vous avez besoin de 16 à 32 GB de RAM minimum. Alors, vous regardez vraiment deux différentes catégories de vidéos. Et si on regarde le logiciel, alors, l'objectif de ce webinaire, c'est pas pour regarder le logiciel pour, en détail. On doit regarder les notes, tout simplement. Alors, on va avoir cet écran à la fin aussi, vous pouvez le regarder et probablement aller sur Google et voir le logiciel que vous désirez. Bien sur mobile, vous avez CapCut Mobile qui est gratuit pour un certain nombre d'exportations. Alors, vous avez CapCut Mobile qui coûte zéro. Si vous faites une coupe d'exportation par mois, vous pouvez payer pour. C'est environ 100 $ par année, je pense, pour CapCut de base, il y avait la version professionnelle, c'est pas le plus dispendieux. Alors, un Premiere Mobile, c'est gratuit, c'est nouveau pour moi, je ne l'ai pas gardé trop, mais ça a l'air que c'est gratuit. Je serais prudent avec ça parce que c'est Adobe, mais tu vas regarder les différentes options. Je pense qu'ils ont d'autres choses supplémentaires si vous ne payez pas, mais vous pouvez l'essayer gratuitement. Il y a, il y a le Social Media Editing qui est aussi gratuit. Celui-ci a plein de capacités de base plutôt. C'est dit d'Instagram, il y a TikTok, il y a différentes plateformes qui sont dans cette plateforme. Mais on ne va pas regarder le logiciel en détail parce que ce n'est pas la partie importante de vidéo sur l'ordinateur. Vous avez Adobe Premiere Desktop qui est un des plus dispendieux parce que c'est payer une adhésion, vous avez besoin de payer chaque mois. Donc, vous avez l'Adobe Premiere Desktop, le plein de suite Adobe, c'est maintenant presque 100 $ par mois. Donc, c'est très dispendieux. Il y a aussi CapCut Pro, qui est à environ 200 $ par année. C'est moins dispendieux que Adobe. Là, il y a Final Cut Pro pour l'ordinateur, qui est un frais une fois pour l'acheter. Et là, il y a DaVinci Resolve qui est gratuit pour les traits de base. Vous avez beaucoup d'options avec votre ordinateur quand ça vient à la rédaction. Les vidéos théoriques. Alors, si vous allez sur YouTube, regardez la ligne de vidéos, probablement c'est votre meilleure chose pour apprendre comment faire la ligne. Parce que si vous allez sur YouTube et là, vous prenez des bonnes notes, parce que vous allez sur YouTube, mais vous ne prenez pas des bonnes notes, vous allez oublier beaucoup des choses. Ben, je pense que vous avez besoin de prendre des notes ou de le faire par vous-même. Là, je vais mettre, je vais prendre une renonciation pour que j'explique les différentes vidéos pour YouTube. Mais les vidéos théoriques,
C'est important pour savoir comment démarrer le montage vidéo. C'est un exemple tutoriel. Ben, les vidéos théoriques, essentiellement, sont comment que je commencerai à faire le montage vidéo. Un expert vous explique où il commencerait à faire le montage vidéo parce que tu peux te sentir dépassé parfois. Tu peux dire, ah, tu as besoin de concentrer sur l'histoire, tu as besoin de concentrer sur l'émotion. Je vous le genre. Là, il y a des tutoriels pour ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance des logiciels et des techniques. Vous avez votre logiciel, vous achetez le logiciel dans YouTube, dans la recherche, vous mettez tutoriel à la suite, vous allez avoir l'explication que d'habitude dure plusieurs minutes, peut-être parfois une heure ou deux. Là, vous avez vraiment des explications détaillées sur les différents logiciels qui sont disponibles et les conseils et astuces pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les concepts spécifiques comme les coupes de montage de base, les conseils et astuces, c'est plutôt pour des pratiques ciblées, des exemples ciblés des techniques de base dans un montage vidéo ou comment bouger la caméra, quoi que ce soit. Alors, Adobe, c'est une bonne source de, pour nous donner la direction. Je ne peux pas vraiment vous enseigner ça dans une heure. Ce n'est pas le but de ce webinaire. Alors, je vais continuer les prochaines diapos parce que je vais vous parler des essentiels, des bases de montage vidéo en série. Alors, je pense que sans l'histoire avant tout, c'est une personne du tout qui m'a dit ça. Ben, l'histoire c'est- sans histoire, vos images ne sont qu'un ensemble de clips aléatoires. Ça prend pas de génie pour le créer, machin. Sans une histoire, une vidéo, c'est toutes sortes d'images. Si vous avez une histoire, il devient beaucoup plus facile de faire vos vidéos. Ça peut être fait avec un script, ça peut être beaucoup de différentes choses, mais tu peux même organiser vos vidéos dans votre tête avant tout, et d'après, ce que vous avez comme image, et vous pouvez simplement faire, pour vous d'écrire une longue histoire pour chaque, mais l'histoire avant tout, c'est une bonne direction. Quelle émotion d'abord? Vous allez avoir une histoire d'abord. Et le point que j'ai fait, c'est ne gardez pas toutes les images. Parce que vous ne devriez pas avoir peur de faire des sacrifices dans le montage de vidéo parce que vous voulez garder l'attention de la personne qui le visionne. Et si vous gardez chaque image que vous avez, alors beaucoup d'images ne sont pas nécessaires. Et même quelqu'un, disons, qui a fait de la décision de mettre cette image dedans pour avoir une bonne image. Si vous n'avez pas une bonne image dans un coup de finance, ça ne devrait pas être ajouté. Mais du moins qui dépensent des millions de dollars dans des images qui ont coupé. C'est normal. Alors, euh, la narration aide, mais n'est pas toujours nécessaire. On va en discuter plus tard. Alors, le son, tu peux avoir des visuels incroyables parce que le son n'est pas bon, le monde va aller ailleurs. Même chose avec la musique. Je pense comme si que le son, ça peut être bon ou non. Certaines personnes allument le son, d'autres personnes écoutent les vidéos sans son. Mais si mettre le son dessus pour regarder les vidéos, ils n'aiment pas le son que vous avez à cause de la qualité ou quoi que ce soit. Souvent, c'est en part avec la qualité du son. Ça marche tout simplement. Le monde va simplement aller aux prochaines vidéos à l'arrière, mais avec la musique aussi, c'est trop fort ou c'est différent ou ou c'est un petit peu trop, peut-être que le monde va aller ailleurs. Ah, j'ai oublié de le traduire, c'est d'abord, mais essentiellement, ça dit que utilisez un microphone dédié. Ne mettez pas la musique trop fort. Alors, utilisez un microphone dédié pour le son, ne mettez pas la musique trop fort. Et utilisez idéalement deux sources sonores. Donc, si vous mettez la musique trop fort, ça va annuler tous les efforts de narration, mais deux sources de son vous permettent d'aller dans le champ et être confiant d'avoir le son que vous avez besoin. Avoir, le, avoir un microphone supplémentaire peut aider. C'est pas nécessaire, mais ça aide beaucoup. Quand ça vient quand vous allez dans le champ, vous enregistrez quelque chose, ça peut aider pour euh, est-ce que j'ai tout ce que j'ai besoin pour faire cette vidéo? Et si vous perdez votre son, vous allez perdre beaucoup d'autres choses dans votre histoire. Si vous avez une entrevue, disons, c'est les parties les plus compliquées des vidéos. Souvent, des vidéos, vous pouvez simplement mettre la musique au-delà des vidéos et ça va capturer vos images parfaitement. Alors, vous pouvez simplement mettre un peu de musique. Mais si vous voulez compter une histoire, vous avez besoin d'avoir du bon son. Compter une histoire.
Et ensuite, il y a le rythme. Alors, en fonction de l'énergie que vous avez choisi, adoptez un rythme approprié. Alors, l'énergie, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est le vibe, c'est... Mais dans le vidéo, vous voulez choisir l'émotion que vous voulez communiquer. Alors, d'après l'énergie, vous devez utiliser le bon rythme, par exemple, varier la vitesse de coupe, tenir compte de la longueur des prises lors du tournage et de l'édition. Si vous avez la durée de votre durée et vous mettez après l'autre, si l'énergie est plus lente, ça prend plus de temps pour aller de un à l'autre. Vous avez une seconde de plus entre les cas. Peut-être que vous voudrez couper ça ou le garder. Ça dépend vraiment sur votre décision, sur le rythme. C'est toutes des choses que vous devez prendre en considération pour créer des bons vidéos. Mais, par-dessus tout, il n'y a aucune, il n'y a pas de recette magique. On va lancer le livre de recettes à l'heure par la fenêtre. Ça reste vraiment à vous que je vais faire des bons vidéos. Et peut-être j'ai expliqué des choses qui ne sont pas vraies pour vous, mais c'est pas votre situation. Je vous explique qu'est-ce que j'ai appris au fil des années de faire le montage de vidéos parce que je fais la conception de motion et ça, c'est, je pense que c'est plus avancé que le montage de vidéos. Mais après avoir regardé beaucoup de tutoriels sur YouTube, ils disent tous la même chose, que ces trois choses sont les plus importantes, mais encore, il n'y a pas de recette magique. Certaines personnes ont des vidéos de 4 secondes, d'autres des vidéos de 10 secondes. Et dans leur stratégie de médias sociaux, il n'y a pas de vrai. Il y a, il y a seulement le temps pour un hook de 4 à 10 secondes. C'est parti au début où ce que vous, vous faites une connexion avec les personnes, l'audience, et là, c'est fini. Il n'y a aucune recette magique pour ceci et c'est pas facile pour vous donner sûrement la seule chose, apprenez quelque chose. Alors, on va changer à l'aspect bilingue du webinaire parce que pour vous, pour vous, quel est le plus grand défi lorsque vous réalisez des vidéos bilingues si vous êtes scanner le QR, le code QR, si vous voulez, je fais sur votre téléphone, mais on va regarder les défis quand vous réalisez des vidéos bilingues parce que c'est un nuage de mots. Quand, que- quand on fait des vidéos bilingues, ça peut être très difficile pour mettre le tout ensemble. Je vois du moins qu'il y a l'espace pour un. Et puis le défi space ou l'espace, c'est un plus gros parce que je vois dans ma tête différentes choses parce que l'espace, il y a aussi le fait que le monde, peut-être, sont pas ciblés par le bon algorithme. Dans les vidéos bilingues, vous avez du monde qui, il y a le contenu du vidéo et les médias sociaux qui vous poussent dans la direction d'une certaine audience. Et peut-être que le monde ne va même pas comprendre. Moi, je vois audience, je reçois la même question. Peut-être que le monde ne va pas nécessairement comprendre la vidéo elle-même, le langage vidéo. Alors, comment est-ce que tu peux faire des bons vidéos bilingues qui vont être compris dans différentes langues? Alors, il y a les captions, le ton, l'espace, la durée, l'audience. L'espace, c'est gros parce que c'est difficile à mettre deux langues dans une vidéo, déjà beaucoup, dans un cadre. Alors, c'est une conversation très intéressante à voir. Alors, je vais lancer un débat ici. Alors, vous êtes bienvenue à participer en ouvrant vos micros ou dans la boîte de clavardage. Et peut-être qu'on peut faire un sommaire de tout ça plus tard. Alors, quand la plupart des ONG bilingues ne possèdent qu'un seul compte, comment pouvons-nous au mieux mettre en pratique le bilinguisme dans les vidéos courantes? Courtes, je m'excuse. C'est un débat que j'ai dans ma tête maintenant. Je regarde des options pour que ça soit plus facile pour créer des vidéos bilingues. Et qu'est-ce qui étaient vos expériences comme organisme bibliographique? Qu'est-ce que la meilleure façon d'insérer le bilinguisme dans les vidéos courts-métrages? Laisse-moi savoir si vous avez des expériences que vous pouvez partager. Vous allumez mon micro ou simplement parler, poser vos questions d'autres voix. Pour moi, c'est comme, je parle comme la seule expression francophone. Je sais pas tout le monde a la capacité de faire ça, mais souvent, quand vous voyez du contenu francophone, ça a été traduit de l'anglais. Et parfois, c'est bon d'avoir du contenu qui vient français avant tout, de changer
Qu'est-ce qu'il montre avant? Peut-être que votre audience va se sentir plus inclus et peut-être apporter euh, pour inclure une audience qui n'est pas qu'on n'est pas trop souvent. C'est Moi, on joue à la conversation. On pense que ce qui fait plus de sens pour les matrices, et on regarde tous les différentes matrices en termes de chiffres. Et on regarde le montant de personnes qui regardent nos vidéos en anglais et en français. C'est pas toujours une question de montant. Souvent, c'est une question d'être ouvert aux, aux l'autre culture, même votre culture, comme coordinatrice de médias sociaux. Souvent, c'est différent que une culture dominante. C'est souvent une question de ne pas regarder les chiffres d'âge combien de personnes regardent vos vidéos en anglais. Est-ce que vous devez faire du contenu anglais basé sur cette recherche? Souvent, c'est une question d'accessibilité. C'est pas toujours. Comment l'organisation est ouverte à tous les groupes dans la province. Je pense qu'il y a beaucoup qu'on peut faire. Cette autre question ou chose à ajouter au débat, allez-y. Intéressant de voir la différence, surtout dans les organisations internationales. Les organisations travaillent avec trois différents langages pour voir comment ils gèrent le tout sur les médias sociaux. Je pense que avec deux langues, vous pouvez établir une balance. Peut-être vous avez votre audio en anglais, peut-être les, 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 les captions en français, et vous voulez faire ça. Et cette façon aussi de changer, comme Annika a dit, avoir du contenu français, du audio et des captions, des sous-titres anglais, ce serait bon aussi. Ça fait donne plus une expérience positive, je pense. Mais un défi que j'ai vu, c'est de voir des sous-textes en anglais et en français, les deux. Pour des vidéos, des courts-métrages, c'est un petit peu trop. Ça, c'est une partie de l'accessibilité, je pense que j'ai de la difficulté avec notre organisation. Oui, c'est vrai, c'est probablement vrai pour les, les sous-titres bilingues aussi. Mais j'ai la même question. J'ai on est au stade du check des autres vidéos qu'on devrait ouvrir, mais c'est difficile à mesurer. Qu'est-ce que le monde sort des vidéos? C'est, c'est possible à faire avec des nouveaux outils d'intelligence artificielle, de nouveaux, vous savez, les sous-titres français, qui n'est pas le langage ciblé, et le sous-titre anglais, le sous-titre anglais en bas, le français en haut, c'est possible de faire parce qu'on devrait le faire. J'ai un exemple de vidéo sur vous montrer comment faire ces gens-là. Mais la question, c'est est-ce qu'on devrait le faire? C'est une bonne ajout à montant d'espace que ça prend pour les sous-titres sur l'écran. En regardant les organismes internationaux, ça aide beaucoup parce que souvent, ils font le même problème que nous, mais ils ont trois ou quatre langues. Alors, c'est intéressant. Et probablement, ils sont en train de créer de nouvelles choses sur leur plateforme. Si jamais vous demandez ce qu'ils vont ajouter ou enlever des choses dans le futur. Je pense que sur Instagram, il y a des dubs. Tu peux faire des langages, Instagram sur une langue, avoir le langage, comme être, avoir le sous-titre de l'autre langue. Je pense qu'il y a déjà quelque chose en place. Ils l'ont lancé pour certaines personnes, mais je ne l'ai pas vu encore pour moi. Alors, ça dépend vraiment. Est-ce qu'ils vont garder cette chose sur la plateforme? Est-ce qu'ils vont l'ajouter peut-être? On utilise ça maintenant, mais si vous avez autre chose à ajouter, je vais, je vais regarder autre partie de bout, mais on peut aller à la prochaine diapo. Les choses dans votre clavardage, Annika? Oui, vous avez un message de Riel. Il dit, on n'a pas fait trop de vidéos, mais dans un cas, on a fait les versions anglaises et françaises séparées. On les a affichées séparément. Après, on a vu que c'était difficile d'inclure tous les textes dans un. Mais en disant ça, c'était quelque chose avec textuellement. On n'a pas besoin de penser à un script. Excellent. Un script, moi, je pense que un texte, textuellement, c'est différent parce que si vous avez une personne
Est-ce que parle d'une personne de la vidéo qui parlait ou est-ce que simplement voir la narration enregistrée séparément, ensuite la vidéo? On a eu le texte sur le vidéo que j'avais filmé durant l'été. On essaie de communiquer le message rapidement. Alors, il n'y a pas le temps de faire un enregistrement de vidéo. Je pense que il y a des choses que vous pouvez faire, mais en regardant les choses textuellement, ça peut être très difficile d'avoir deux différentes langues. Ben, ce qui est la narration, ce qui est une voix, au-delà de ça, ça enlève, le monde n'a pas besoin de lire le tout. Alors, peut-être ça va changer. Il y a un système de variables que pour les considérations. Je ne sais pas comment que l'audience va accepter ça. Alors, je pense que c'est un bon débat à avoir. Merci pour toutes vos contributions. Alors, on va regarder les différentes perspectives que j'ai apprises après avoir fait quelques vidéos. Alors, deux options de base. L'intelligence artificielle comme outil rapide pour la traduction et le sous-titrage, ça, c'est des options de base qui sont disponibles à nous avec le nouveau logiciel que l'on a avec CapCut et ainsi de suite. Euh, c'est bon pour le sous-titrage, la narration en langue originale, le sous-titrage dans l'autre langue. Ça démontre que l'intelligence artificielle, c'est possible de le faire, mais vous devez comprendre la langue pour corriger les fautes. Juste, vous avez donné pour tous les vidéos bénéfiques, vous devez comprendre la langue pour faire, utiliser le langage, mais CapCut, c'est un peu plus difficile. Il y a différentes options peuvent être coûteuses. Peut-être que vous avez besoin de l'argent pour payer pour le logiciel pour être capable de traduire automatiquement les mots, ben, ça sauve beaucoup de temps. Ça sauve du temps pour la personne qui fait le vidéo en faisant la traduction des sous-titrages. Utiliser une vidéo uniquement avec de la musique. Là, il y a multilingue par défaut. Si vous avez pour l'enregistrement, c'est standard. Il n'y a pas de, il y a pas de narration du tout. J'ai la vidéo avec musique seulement. Peut-être que ça va raconter moins, pas raconter une bonne histoire. C'est encore une façon de raconter l'histoire si vous avez du bon vidéo. Ça dépend vraiment de ce que vous essayez d'accomplir. Et bien sûr, la troisième option, de faire l'intelligence artificielle, narration par l'intelligence artificielle, mais c'est problématique parce que ça ne capture pas nécessairement la partie culturelle de, de votre message, votre religion que vous voulez euh, cibler et utiliser l'intelligence artificielle comme pour la narration, c'est pas authentique pour l'utilisation pour les notes. Donc, peut-être qu'il y aura des défis là, mais c'est mieux utiliser votre propre voix dans la narration. Alors, regardez ces options-là. Essayez de prendre avantage quand il y a des choses comme peut-être le dubbing dans certaines langues. Mais je ne peux pas vraiment faire la prévision du futur. Alors, je ne peux pas vous dire quoi, quand ça va être futur, mais qui va être disponible au futur. Mais cherchez à faire ça dans les vidéos bilingues. Donc, qu'est-ce que je savais ici pour la prochaine partie de la midi-causerie? Ça serait essentiellement, j'ai ce, le vidéo CapCut à vous montrer. Ceci, c'est le CapCut. Alors, juste pour regarder la page domicile. Alors, vous pouvez mettre tous vos vidéos ensemble. Ça va aussi les différentes sous-titrages. Alors, voici c'est notre vidéo qu'on a faite pour le jardin de pollinisateurs à Pickwick, dans le Nouveau-Brunswick. Et on a les différents sous-titrages, les options de sous-titrage ici. Là, on peut avoir langage parlé, ça va être l'anglais, mais on peut avoir des sous-titrages bilingues dans n'importe quelle langue qu'on choisit. Alors, ça va faire automatiquement et pour générer les sous-titres avec le compte Pro. Alors, vous pouvez cliquer là-dessus et ça va créer des sous-titrages, ça va faire tout automatiquement. Ça, je veux dire, pour utiliser l'intelligence artificielle comme outil, ça le fait pour vous. Et tu peux pas vraiment passer, ou ça prend beaucoup de temps à faire le montage, le ligne de tous les sous-titrages, j'ai changé le langage, l'autre langue, mais traduire tout ça en utilisant l'intelligence artificielle parce que je pense que faire ces choses-là, ça prend beaucoup de temps et je pense que l'intelligence artificielle, c'est plus possible maintenant. C'est une nouvelle chose que je voulais vous montrer. Voir que je suis en train de faire les lignes du look des sous-titrages aussi. J'ai regardé la traduction pour assurer que c'était bon. La traduction est très bonne. Alors, on regarde comment que
Je fais le DI pour un vidéo CapCut. Je très facile. Enfin, n'importe qui peut le faire et c'est n'importe qui a un ordinateur et un peu de connaissances. C'est une chose technique, mais le DI de vidéo, c'est plus accessible que jamais maintenant. Parfois, ça coûte un peu pour vous abonner, mais c'est moins dispendieux qu'Adobe pour avoir CapCut, par exemple, ou les nouveaux logiciels. Ben, Adobe Premiere, maintenant, il est gratuit sur mobile. Alors, il y a beaucoup plus d'options maintenant qu'il y avait avant. Alors, ceci, c'est en train de l'exporter maintenant. Ceci, c'est plus rapide. Alors, vous ne voyez pas la pleine durée de. Ah oui, ceci, c'est une vidéo que ça va vous faire. Une question de boîte de clavardage dit comment est-ce que tu peux trouver la traduction? Est-ce que c'est précis? Si je dis un bon vocabulaire, la traduction entre CapCut, c'est très précis et surprenant. Parce que ben, j'ai seulement testé l'anglais vers le français, j'ai pas testé le français vers l'anglais. Et peut-être que ça serait différent avec nos expressions locaux, mais de l'anglais vers le français, ça fonctionne très bien parce que vous pouvez corriger le tout par vous-même en anglais et en français. Et si vous corrigez une chose en anglais, c'est que ça va traduire automatiquement vers le français. N'importe quoi que vous avez corrigé. Alors, je trouve que c'est vraiment facile à faire des changements et assurer que toutes les choses fonctionnent bien. Mais en tout cas, ceci, c'est vraiment modulaire. Vous pouvez changer les choses par vous-même. Cette vidéo de jardin de pollinisateurs que j'ai exporté à travers le CapCut. Si vous avez des questions, laissez-nous savoir d'abord toute la valeur pendant on le regarde. On sait vraiment bien que si nous voulons atteindre nos objectifs climatiques, nous avons besoin des actions collaboratives, à la fois d'autres niveaux de gouvernement, société civile, le secteur bien lucratif. Nous sommes heureux d'avoir une demande de partenariat de la National Watershed Association et National Forest sur ce jardin de plantes indigènes, de pollinisateurs en particulier, et qui parlait très bien de notre changement climatique, plan d'adaptation, afin que les événements météorologiques vont continuer d'être plus fréquents, alors les jardins pluvieux et les jardins pollinisateurs retiennent beaucoup d'eau dans le sol et ces espèces de gènes attirent les pollinisateurs locaux et donc cela augmente la biodiversité en soi-même. Les autres espèces d'ambassadeurs forts se fient sur ces pollinisateurs indigènes. Alors lancer ces petits projets communautaires, c'est vraiment bon point de départ. Et attends, il y a beaucoup de crise climatique, surtout, ça, je parle, mais ne parle pas de la crise biodiversité. Je pense que ce projet aide à rapprocher ces deux et amène les municipalités davantage la crise de la biodiversité et où les groupes de nature peuvent venir avec leur expertise et aider à attirer les pollinisateurs pour aider à attirer les oiseaux. Il y a une richesse de connaissances au sein de la communauté et je pense vraiment que les municipalités manquent de cette pièce. Nous travaillons vraiment heureux de travailler avec les membres de Nature Canada pour apporter cette expertise pour aider à construire un projet de meilleure qualité. Il y a un certain nombre de choses que le monde a fait pour à s'engager avec le travail pour avoir du soutien et l'aide de la communauté en termes de faire un entretien annuel du jardin et juste garder un œil là-dessus, documenter les oiseaux, les insectes intéressants, d'autres pollinisateurs qui pourraient visiter le jardin et puis juste garder une trace et en fait, du point de vue de la nature et autres, de façon que le monde puisse s'impliquer. Alors, ça, c'est une vidéo qu'on a faite pour le jardin pollinisateur grâce à Nature Canada et, on a fait beaucoup de vidéos, on a fait 5. On avait c'est mon succès pour impliquer le monde dans ce projet. Et les bailleurs de fonds l'ont vraiment aimé. Et tout le monde est vraiment intéressé. Alors oui, je ne sais pas si que avec les sous-titres bilingues fonctionne avec les vidéos. Si vous avez des questions ou des commentaires sur qu'est-ce que vous avez, votre expérience de l'expérience avec les sous-titres bilingues, je pense que la narration aide beaucoup pour organiser les sous-titres, mettre le sous-titre sur l'écran, le faire lisable. Même si vous ne comprenez pas le langage anglais, peut-être que vous accoutumez de lire le sous-titre en français
comme sur la télévision et regarder les vidéos de cette façon. Je pense que la narration aide beaucoup, mais si vous avez des commentaires, des questions sur la façon dont je les fais, est-ce qu'on pourrait améliorer, faire des lieux bilingues plus plaisants, ça aide beaucoup. Et dans notre réflexion comme organisation gouvernementale bilingue. Si vous avez autre idée sur comment faire des vidéos bilingues la plus plaisante, c'est la question pour ce débat. Alors, si vous avez des perspectives là-dessus, je serais prêt à les entendre. S'il vous plaît, ouvrez vos micros et parlez d'autres fois. C'est le but. Je pense que ça aide beaucoup sur les différentes personnes qui les ont trouvées, les différentes langues. Surtout aussi que c'est le langage maternel. Mais je pense que c'est un défi ici parce qu'on se trouvait dans une situation où les quatre personnes qui parlaient étaient anglophones avant tout, dans la langue maternelle. Alors, ceci, c'est excellent quand vous êtes dans une province bilingue d'avoir les deux perspectives et les deux langues, les deux voix. Ça justifie le changement vers une autre langue sur les différentes personnes qui parlent. C'est un bon point que vous allez faire. Il y a vraiment pas beaucoup de temps qui nous reste, mais on va probablement regarder l'autre diapo, s'il n'y a personne d'autre à dire. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre clavardage, Nika? Non? Maintenant qu'on a tous ces débats, je vais vous remercier après pour écouter le webinaire parce que ceci, c'était 15 minutes très remplies. Alors, si vous avez des questions pour créer des vidéos bilingues, des vidéos en général de votre organisation, je veux remercier Nature Canada, le ministère des Affaires intergouvernementales pour fournir l'interprétation pour ce webinaire. Et, et alors, j'ai mis les logiciels dans les diapos. Alors, vous savez, sur l'ordinateur, Adobe Premiere Desktop, CapCut Pro, toutes les différentes options que vous pouvez regarder quand vous regardez le webinaire à nouveau. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi savoir si vous avez des questions ou mon adresse courriel, samuel.legrelé@naturemb.ca. Je suis content que vous étiez ici et merci pour participer dans ce webinaire. Curieux, est-ce qu'il y a des questions à votre clavardage, Annika? Donc, on continue? Non, aucune question. Commentaires sont bienvenus aussi. J'aimerais d'augmenter. Vas-y, Sarah. Alors, je me demandais si tu avais des recommandations pour les logiciels. Nous, on a de très bon vidéo, mais la qualité de vidéo n'est pas si bon que ça, et ni l'audio. Est-ce que vous avez des logiciels gratuits ou pas trop dispendieux pour corriger ces choses, pour qu'on peut faire des courts-métrages avec? Mais je pense que si la qualité de vidéo n'est pas bonne, c'est mieux de faire une vidéo verticale. Ça, je vais vous dire. Et assurer que vous avez la qualité, parce que l'intelligence artificielle, quand vous l'utilisez pour améliorer la qualité des vidéos, elle va vous donner des drôles de choses comme l'intelligence artificielle. Peut-être rajouter un œil de plus sur vos personnes. Ça fait, je suis sérieux. Là. Alors, si vous avez une plus faible qualité, peut-être vous allez faire une vidéo verticale et au, au lieu de celui de faible qualité, ou dans le futur, peut-être utiliser comme un téléphone plus récent pour prendre votre vidéo. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez considérer quand vous filmez, et ça, c'était pas le sujet de ce webinaire, hein, parce que j'ai fait un webinaire l'année dernière où on a parlé de considérer au film. Mais je pense que c'est un autre sujet complètement quand vous devez être stable, quand vous filmez, quand vous devez assurer la bonne qualité de votre film. Mais c'est aussi quelque chose à considérer, mais je pense pas qu'il y ait quelque chose qui peut corriger ce problème. Tu vois, je ne sais pas qu'est-ce que les vidéos ressemblent, peut-être que ce que vous pouvez regarder si votre qualité de son n'est pas bon. C'est simplement faire mettre la voix au-delà du vidéo où le son peut être contrôlé et avoir un meilleur son de cette façon. Utilise la musique peut-être pour porter du bruit supplémentaire de votre vidéo. Je ne sais pas
qu'est-ce que votre vidéo ressemble, par exemple. Mais vraiment, ça dépend du qualité de votre vidéo. Peut-être que ça peut être sauvé, mais je ne suis pas certain. Vas-y, Sarah. Je vais essayer de m'en dire merci beaucoup. Ah, merci. Il y a aussi une question, le bord de témoignage. Est-ce que vous avez des suggestions? Des vidéos pour vidéos. On n'a pas fait beaucoup de vidéos encore. Je dirais que regardez votre histoire, l'histoire que vous voulez conter. Par exemple, on a des histoires dans le champ, on a du monde qui sont dans le champ et ils sont en train de faire leur travail. Peut-être que quelque chose d'intéressant, ils arrivent durant la journée, peut-être qu'ils peuvent le filmer, prendre du bon film, tu peux les former comment bien filmer ça. Il y a toutes sortes de ressources pour pouvoir faire ça. Et là, il peut prendre le film, ça fait une excellente vidéo parce que vous avez une histoire à compter. Il doit être là. Ça, c'est arrivé durant leur travail dans le champ. Il y a une histoire qui est prête à compter. Alors, tu peux certainement utiliser ça pour partager votre histoire de cette façon ou tu peux regarder les tendances. Mais ça peut être, ça peut être, comme je l'ai passé rapidement, regarder les tendances de médias sociaux pour savoir quoi faire. Je pense que la meilleure façon, c'est de prendre votre organisation, qu'est-ce que ça désire faire pour voir et ensuite regarder les histoires que vous racontez et les mettre en format vidéo. Et ça peut prendre beaucoup de différentes formes parce que c'est un format très divers. Tu peux même faire de l'animation, tu peux faire toutes sortes de différentes choses dans les vidéos. Certaines choses prennent plus d'argent que d'autres, mais si vous avez les capacités et la volonté de faire toutes ces choses-là, tout est possible. Est-ce qu'il y a autre question? Je pense qu'on est bon. On va venir tirer vers la fin, hein. Merci beaucoup aux régions environnementales d'aujourd'hui pour être avec nous, pour se présenter à Nature Canada pour financer ces initiatives, une communauté pratique pour les organismes à but non lucratif, et aussi le ministère des Affaires intergouvernementales pour offrir l'interprétation. Merci beaucoup à tout le monde pour être ici avec nous aujourd'hui. Je vous encourage de vous inscrire pour le deuxième webinaire en série. J'ai mis le lien dans votre clavardage. J'aimerais vous avoir là aussi, comme mesure qu'on continue à bâtir, aider votre capacité sur ces différents sujets.